notre deuxième présentation et une application un petit peu plus concrète de terrain de la mise en accessibilité de la communication avec Madame Marie-Régine Barrault, qui est chargée de mission accessibilité chez Tisséo Collectivité. Alors, c'est notre service de transport toulousain. Elle coordonne notamment la concertation avec les associations représentant les usagers en situation de handicap sur l'amélioration du réseau de transport. Et aujourd'hui, elle a accepté de nous partager la genèse et le projet Mon métro en images Toulouse. Je ne sais pas si vous avez remarqué que nos stations étaient identifiées par un pictogramme. Donc, je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je travaille à l'accessibilité chez Tisséo depuis 2 ans et mon prédécesseur avait initié la démarche Mon métro d'image en image. Donc, vous avez peut-être remarqué des pictogrammes qui sont associés au nom des stations. Donc, vous trouvez soit sur les totems à l'extérieur de la station, soit à côté du nom dans la station. Donc, Tisséo, c'est 2 lignes de métro, bientôt 3. Un téléphérique, il y a tout juste 1 an, et 2 lignes de tramway, plus des bus, etc. Donc, on dessert 1 million d'habitants. Et donc, le projet Mon métro d'image en image, avec pour objectif d'associer et de donner l'accès au métro au maximum de personnes. En France, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap, 80% de personnes en handicap invisible, et l'accessibilité physique, même si elle n'est pas parfaite, on a traité de nombreux cas pour l'accessibilité physique. On peut rentrer dans les rames de métro parce que le plancher est à peu près à la même hauteur que le quai. Mais pour se déplacer, il faut aussi pouvoir préparer son trajet, pouvoir savoir si on monte dans le métro dans la bonne direction. Il faut souvent aller vite, découvrir de façon assez vite la correspondance. Et tout ça fait qu'il faut aussi traiter la communication dans les transports. Et c'est bien plus difficile. Donc pour les personnes qui sont malvoyantes, il y a de l'audiodescription sur le site internet de Tisséo pour décrire les stations. Dans les rames de métro, les annonces sur dans quelle station on arrive. Mais ça ne répond pas à toutes les problématiques. La genèse du projet, c'était répondre aux personnes sourdes qui donc ne peuvent pas entendre les annonces, mais ne savent pas forcément lire puisque leur langue de discussion, de conversation, ça va être la langue des signes. On a essayé de trouver un système le plus universel possible puisque, en fait, les personnes qui peuvent avoir des difficultés, ça peut être des personnes étrangères, des enfants, des personnes donc, qui ont des difficultés cognitives et des personnes qui voient mal. Donc, on voit, pour quelqu'un qui n'a une vision trouble, c'est un peu difficile de lire aussi le nom des stations. Donc, le projet a eu un déclic. C'était la visite de mon prédécesseur à Mexico, qui a vu dans les transports à Mexico ce système d'images pour une population qui est à 37% illettrée. Et ces images ont été créées dans le cadre de l'accueil des Jeux Olympiques en 1968. Donc, il y a beaucoup d'avance dans certains pays. Et donc, ça a déclenché cette idée de s'appuyer sur des images. Et pour réaliser donc, le dispositif Mon métro d'image en image, ça a été l'important
de ce projet, c'est la méthode collaborative. Donc ça a mis du temps, ça a été 7 ans de travail. Mais la méthode, c'est de travailler avec les associations, donc membres de la commission accessibilité de TICO. Donc c'est une habitude depuis 2008. Ça permet sur tous les projets d'essayer d'être à l'écoute des usagers, qui sont les premiers experts de leur déplacement. Dans cette méthode, on a aussi intégré des experts, des architectes du Centre de recherche d'insertion et des différences des espaces de vie, le CRIDEF à Grenoble, des psychologues spécialistes de l'autisme, par exemple, des partenaires institutionnels comme la mairie de Toulouse, le service voirie de Toulouse Métropole, le tourisme aussi, l'office de tourisme. Et le travail a été mené aussi avec le lycée des Arènes, un lycée de BTS Design. Et tout ce monde s'est réuni dans un comité scientifique et un comité technique. Dans le comité scientifique, il y avait aussi des géographes, des historiens et des designers. Et le comité technique, donc avec les associations, des spécialistes de la communication aussi. Et donc, le lycée des Arènes a été contacté pour trouver l'idée comment pouvoir communiquer, aider les personnes à se repérer dans le métro. Et donc, les étudiants ont été formés par les experts que j'ai nommés, les psychologues et les associations. Et on travaillait par groupe et on fait plusieurs propositions. Et celle qui a été choisie, c'est l'anecdote. C'est-à-dire que chaque station de métro va être repérée par un dessin qui représente l'histoire locale, sachant que les stations peuvent être classées en 3 catégories. Il y a les non-occitans, Sauzelong par exemple, Trois Cocus, qui sont des noms occitans, et par des noms de personnages comme Mermoz, Jaurès, et certains lieux font référence à l'histoire locale comme les arènes. Voilà. Ensuite, une fois les dessins choisis, il fallait choisir l'anecdote, et donc d'où les historiens qui ont été sollicités pour parler de l'histoire locale. Je trouvais une anecdote, vérifier auprès des associations des personnes en situation de handicap que cette anecdote pouvait évoquer quelque chose, enfin être pertinente. Et après, une fois choisie l'anecdote, la représenter. Et donc, il y a eu un travail par la graphiste depuis un premier dessin qui pouvait être très compliqué, en fait, jusqu'à un dessin beaucoup plus simple. Donc, il fallait aussi que ce dessin soit simple, donc pour pouvoir le nommer en un seul mot, un mot de la vie quotidienne qu'on comprend, qu'on puisse mémoriser. Que chaque dessin, les uns par rapport aux autres, soit bien distinct, que la personne puisse bien repérer que c'est une balance et pas un panier, que ça soit bien différent. Et le noir et blanc a été choisi pour une question de contraste. Alors c'est là où le comité technique, avec toutes les personnes qui représentaient tout type de handicap, était important parce que, par exemple, la représentante de l'AGAPI aurait préféré de la couleur, parce que des personnes neurotypiques, la couleur neuroatypique va les aider. Alors que quelqu'un qui est malvoyant va préférer du contraste et du noir et blanc. Donc le choix a été fait sur du noir et blanc. Donc on a abouti à 38 dessins, comme 38 stations. Donc on voit que par exemple,
alors, on a une station qui s'appelle Patte-d'Oie. Il y a toute une histoire autour d'une personne qui avait une patte d'oie. Et on a une... Alors, c'est le dessin qui est... Alors, je ne sais pas si je peux pointer. Non. Le dessin qui est à gauche en 3e ligne, c'est une patte. Au début, il y avait une idée de peut-être une oie, une patte qui a été choisie. C'était les premiers dessins, c'est pas forcément ça, parce que il y avait Napoléon pour Marengo. Voilà, il y a des choses qui ont évolué. Il y avait le cirque. Finalement, ça a été un chapiteau pour Argoulet, où il y a une école de cirque. Donc tout a évolué. Par exemple, l'homme qui est choisi, l'orateur, où on voit avec une barbe, qui est la 3e ligne à droite, c'est la station Jean Jaurès. Et en fait, le fait de mettre une personne avec une barbe est importante parce qu'à Toulouse, les personnes qui signent en langue des signes désignent la station Jean Jaurès par la barbe. L'écureuil, en fait, ça fait référence à Esquirol, mais c'est la place Esquirol, en fait, c'est la place du médecin qui s'appelait Esquirol. Mais Esquirol veut dire écureuil en occitan, donc on a mis un occitan. On a essayé de ne pas mettre trop de personnages, parce que sinon, dans le repérage, quel était le personnage, et s'il y a trop de personnages, c'était pas clair. Comme il n'y a pas forcément de gare pour désigner la gare, parce qu'il y a plusieurs gares sur Toulouse, donc si on mettait une gare, on pouvait se tromper de gare. Voilà. Et la deuxième, la fin, c'était une fois conçus ces visuels, les mettre sur le parcours. Donc, sur les totems qui désignent les stations, pour que je trouve ma station. Et la mairie de Toulouse, je n'ai pas de photo, mais sur les cheminements piétonniers, il y a des fois aussi, la mairie de Toulouse a ajouté le picto. Au-dessus, par exemple, de la porte de l'ascenseur pour savoir si je me dirige vers le bon quai. Ou sur la porte de la rame de métro pour vérifier, pour me réassurer que je suis dans la bonne direction. C'est la direction qui est associée. Donc à chaque fois, en fait, qu'il y a le nom, on essaie d'ajouter à côté le picto, ce qui n'est pas toujours simple quand on a peu d'espace. Donc pour préparer le trajet, on avait édité un plan simplifié avec les pictos sur les stations du métro. Et quelques outils complémentaires. Donc, à gauche, vous avez un jeu de cartes qui permet, par exemple, un éducateur ou un parent à aider l'enfant à préparer son trajet. Grâce aux cartes, il va vérifier le parcours, savoir à quelle station descendre. Il va avoir dans la main le jeu de cartes tout préparé, il va lui permettre de préparer son parcours. Et depuis 2020, il y a un ouvrage, dont j'ai amené une dizaine d'ouvrages que vous pourrez, pour ceux qui sont intéressés, récupérer, qui racontent cette histoire donc du projet Mon métro en images, et un jeu de plateau qui s'appelle 1, 2, 3 d'image en image, qui permet en fait, ça a été envoyé dans les écoles de l'agglomération pour permettre à la fois par un système de plateau avec des petits jetons qui représentent les pictos, de s'approprier le dispositif. Il permet aussi à des enfants valides de comprendre le handicap et d'apprendre aussi les anecdotes autour des stations.
Et ce jeu a été donc distribué dans les écoles de l'agglomération. Il a été aussi envoyé aux associations qui prennent en charge des enfants en situation de handicap cognitif. Et il est beaucoup aussi demandé par les associations qui accueillent des migrants. Et très utile. Voilà, ce dispositif, en fait, sert à beaucoup de personnes. Et moi, j'ai déjà vu des enfants qui, dans le métro, disaient on est arrivé, c'est la station avec le panier, donc on est arrivé au bon endroit. C'est l'idée de vraiment l'universalité. C'est quand on fait quelque chose, c'est pour tout le monde en fait, parce que tout le monde, à un moment donné, est en situation de handicap, parce que c'est l'environnement, le contexte qui fait qu'on va être en situation de handicap. Si je vais au Japon, je vais rien comprendre, je vais être en situation de handicap. Si je suis stressée aussi, je vais avoir du mal à retrouver mon chemin. Donc ce dispositif permet vraiment une communication universelle. Merci de votre écoute. On va avoir le temps aussi pour quelques questions et je suis heureuse que Tisséo ait pu présenter quand même cette initiative assez originale et on n'en trouve pas beaucoup, hein, à part Mexico, Toulouse, et je sais pas s'il y a, je sais qu'il y a aussi des projets en Suisse et puis j'espère que ça pourra inspirer d'autres villes pour rendre cette communication plus accessible. Alors vous n'avez pas cité, mais observez dans nos stations, je trouve que vous avez fait un bel effort aussi sur, par exemple, quand vous voulez acheter votre ticket de métro, il y a vraiment des visuels très très clairs et simplifiés pour aider la personne qui ne peut pas lire à savoir quoi faire pour avoir son ticket. Voilà, c'est assez, je trouve, exemplaire. Oui, ce dispositif, c'est vraiment le résultat d'un partage, d'un échange et de cette méthode de travailler avec les représentants des personnes en situation de handicap. Donc ça a permis de partir de... Même moi, j'avais du mal à utiliser les bornes de vente de titres. C'était vraiment compliqué avec des rouleaux. Enfin, c'était une vraie catastrophe. Et donc, c'est plusieurs ateliers pour dire ce qui va pas, comment on pourrait proposer. Donc, ce qu'on ne sait pas, qui ne se voit pas pour l'instant toujours, c'est qu'il y a aussi un bouton qui permet de sonoriser pour les personnes qui ne voient pas. Et il y a encore des efforts à faire. On est parti de l'existant qu'on a amélioré. Pour les prochains qu'on achètera, ils seront conçus beaucoup plus accessibles encore. Donc, s'il y a des questions... Alors, je répète la question. Combien de temps et combien de personnes ont été mobilisées sur ce projet? Alors, vu que je n'étais pas là à l'époque, j'ai l'impression... Les associations, il y a à peu près une 50aine d'associations qui participent à la commission accessibilité. Sur les étudiants, en tout, le projet, ça a été 7 ans de réflexion. Parce qu'au début, il y a eu aussi des... dans nos stations, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des œuvres d'art. Donc la première idée, ça a été de dire, utilisons les œuvres d'art et on va faire des pictos qui représentent les œuvres d'art. Et en fait, c'était beaucoup trop compliqué et donc c'était pas forcément compréhensible. La deuxième idée, ça a été de faire des pictos qui représentent les monuments. Mais en fait, il n'y a pas forcément des monuments à côté de chaque station. Donc ça déjà... On prend son temps pour arriver à un projet qui tienne la route. Donc ça a pris du temps. Et je dirais, il y a peut-être... voilà, vous saurez tout en lisant le livre, mais peut-être pas loin d'une centaine de personnes entre les professeurs, les étudiants, les participants des associations. Il faut beaucoup de monde. Oui, excusez-moi, c'était juste parce qu'il me semblait qu'à un moment... Vous pouvez lever la main, parce qu'en fait, on ne sait pas qui parle. C'est là-bas au fond. C'est ça. À un moment, il y avait une application, vous n'en avez pas parlé, je ne sais pas si elle existe encore. Voilà, donc l'application n'existe plus.
En fait, elle n'était pas assez connue ou pas assez utilisée, en tout cas. Donc, en fait, il a été décidé de pas renouveler. En fait, c'est les outils informatiques comme les applications sont extrêmement chers et ça fait partie des coupes budgétaires. Alors, si certaines de vous l'avaient utilisé, ce serait bien de m'en parler parce que ça peut permettre... moi, on m'a dit, ça ne sert à rien, donc on le supprime. Voilà. Je suis désolée, donc je suis prêt à recevoir des témoignages. Oui, bonjour. Juste sur les outils complémentaires, le jeu de cartes, est-ce qu'on peut, où c'est qu'on peut se le procurer? Alors, auprès de moi. Alors, ce matin, je suis arrivée avec une dizaine de livres, mais bon, Tisséo Collectivité, c'est juste à côté, au bout de la rue. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à la pause, je mets au fond et puis vous me donnez votre nom et j'en ramène cet après-midi ou on se donne, je vous en fais envoyer. Enfin, voilà. Il est sur Internet aussi, je crois. Et sur Internet aussi, mais bon, j'en ai quand même quelques cartons, c'est pas la peine d'imprimer. Je parle du petit jeu de cartes parce que, par contre, le jeu de plateau, il est un peu épuisé. Donc, voilà. Bonjour. Sergio Avalos. J'avais vu monsieur là-bas. Oui. Je suis mexicain et du coup, je suis très content que vous ayez eu cette influence. En même temps, c'est dommage que vous n'avez pas pu influencer, par exemple, les personnes qui ont fait les pictos pour les JO, parce qu'ils sont vraiment catastrophiques. et d'ailleurs, ça ramène à une problématique particulière en France, c'est que la plupart des personnes, qu'ils soient des professionnels, qu'ils soient designers, ingénieurs ou architectes, ne sont pas suffisamment formés au design universel. Donc du coup, on fait souvent, très souvent, n'importe quoi. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose à travailler. Et vraiment, ça aurait été génial que votre expérience aurait pu influencer ou aider les personnes qui ont fait les travaux pour les JO. Oui, alors, en tout cas, sur la formation et la sensibilisation des personnes qui travaillent, que ce soit techniciens, ingénieurs, communication ou autres, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. Et c'est vrai que pour essayer d'œuvrer avec mes collègues qui s'occupent de communication, ils sont partagés entre des élus ou cette injonction de faire beau, mais qui ne va pas toujours avec l'accessibilité. Et c'est compliqué pour eux, parce que moi je vais venir avec des exigences, on fait aussi des ateliers avec notamment les personnes en situation de handicap visuel, parce que si on est trop dans l'image, la personne qui a un handicap visuel, elle n'a plus de communication, donc il faut retrouver soit un compromis, soit faire deux documents. Et ça, c'est pas toujours facile, mais on y travaille. Si je puis me permettre, je sais aussi qu'il y a tout un mouvement de graphistes et designers qui sont sensibles à cette question de la communication accessible. Je crois qu'il y a même quelques personnes dans la salle qui s'intéressent fortement à ces questions. Excusez-moi, j'avais une question. C'était sur justement les modalités d'évaluation que vous aviez prévues pour jauger de la pertinence de ce que vous avez mis en place et comment du coup vous adapteriez ce qui serait pas pertinent aux yeux des usagers de ces dispositifs justement. Alors, il y a eu des enquêtes de menées sur est-ce que les pictos étaient connus, est-ce qu'ils étaient utilisés, etc. Donc, qui ont montré à différents moments que c'était utilisé, effectivement. Après, on pourra refaire une évaluation, c'est sûr. Et si vous avez des choses à dire, mais voilà, par rapport aux évaluations, c'est plutôt via des enquêtes de panels et d'usagers qu'on évalue.
Bonjour. Moi, je pose la question qui fâche. Je suis là. L'argent. Parce que, par exemple, nous, on est à Montpellier, on a une association, on essaye justement de travailler sur l'accessibilité cognitive. Et ma question, donc, c'était combien ça a coûté et qui a financé ça? Alors, ça a coûté 190 000 €, conception plus installation dans les rames dans le métro. Hein. Donc, c'est pas beaucoup par rapport à d'autres sujets. Et l'argent, en ce moment, c'est très difficile parce que vous avez vu la hausse des coûts des matières premières, la hausse enfin, voilà, on a une inflation qui fait que pour les projets, ça devient difficile. Mais je pense que c'est toutes les collectivités qui revoient à la baisse leurs projets parce que voilà, on a des contraintes. Mais ce n'est pas forcément les projets les plus chers qui sont les mieux. Enfin, on peut faire aussi... ça, c'est la preuve. Ce n'est pas forcément quelque chose de très coûteux. On aurait pu inventer des choses beaucoup plus coûteuses qui n'étaient pas forcément efficaces. Donc, et le financement, c'est interne. Il n'y a pas eu de subvention ou quoi que ce soit. Une dernière question. Bonjour. Merci de votre intervention et merci de votre initiative et de la participation. Je me demandais si les personnes concernées avaient été directement interpellées et questionnées sur la pertinence et justement la capacité à utiliser, à manipuler ces outils de communication dans les transports publics pour construire en fait le projet. Oui, comme je le disais, c'est des représentants d'associations. Alors suivant les associations, soit c'est des parents. L'AGAPI, c'est souvent qui a participé beaucoup, c'est des parents, je pense, qui participent. Il y a l'ASEI, l'association ASEI, où là c'est plus des éducateurs qui ont participé. Et après, les représentants, par exemple, à l'APF, c'est des personnes en situation de handicap. Les représentants des associations malvoyantes, c'est des personnes malvoyantes ou non-voyantes qui viennent. Des personnes sourdes aussi, de l'association Tolosa, AS Tolosa. Donc, il y a vraiment des personnes en situation de handicap qui ont participé. Dernière petite question, peut-être. Une dernière question, je vois sur la droite, et puis on... Ça fonctionne ou pas? Oui. C'est pas tellement une question, mais comme Mathilde le disait, il y a donc bien des graphistes et des communicants qui sont intéressés par l'accessibilité. Vous en avez une là, donc. Et en soi, que ce soit dans mon apprentissage à l'école ou dans ma vie professionnelle, j'avais jamais entendu parler d'accessibilité. Et pourtant, je suis graphiste, donc je suis communicante, mais c'est pas quelque chose qui est approché, enseigné ou transmis, c'est en train de changer. Et on nous apprend surtout à faire du beau, comme vous l'avez souligné, mais le fait de lier ce qui est accessible peut être beau. Généralement, c'est un mythe. On dit souvent, si c'est accessible, ça sera moche, et non. On peut vraiment associer les deux. Et c'était juste pour oui, je n'ai souligner pas ce voulu point-là. dire que l'accessibilité n'est pas belle, mais si on n'a qu'un critère et que... Oui, vous avez raison. Merci beaucoup. Merci Madame Barraud. Merci à vous.